Mesdames, Messieurs, bonjour. Je remercie également les organisateurs de ce bel événement qui nous permet de communiquer autour des travaux qu'on réalise depuis un petit moment à l'école. Donc la question, effectivement, est vigneron bio permet-il d'être plus performant à l'export? C'est ce qui était la demande initiale. J'ai rajouté quelques petits éléments sur effectivement la qualité, puisqu'on avait travaillé dessus, et puis sur la rentabilité. Et Florent a déjà bien couvert le sujet, donc je vais aussi rajouter, enfin en tout cas des résultats d'une étude. J'avais un peu peur du gong, donc si on passe au transparent suivant, eh bien on va, voilà, si on peut cliquer, voilà. Donc j'avais juste, pour assurer mes arrières, fait quelque chose d'extrêmement court, mais effectivement, voilà, on peut passer aux questions. Voilà. Donc bon, c'est un peu scolaire, donc j'ai fait un plan d'intervention en 3 parties. Je vais vous parler déjà de l'impact sur la qualité, de l'impact sur la rentabilité, de l'impact sur l'export. Si on peut passer sur le premier, enfin, j'ai fait plein de transparents, donc voilà. Nous avons réalisé il y a quelques années avec une collègue de Los Angeles, de UCLA, une étude qui portait sur 74 000 notes, concernant des vins californiens, évalués par Wine Advocate, Robert Parker, One Spectator et One Enthusiast. L'idée, c'était, à partir de toutes ces évaluations, de comparer les vins conventionnels aux vins bio et biodynamiques, puisqu'aux États-Unis, la fraction, la part des vins bio et biodynamiques était assez faible, environ 1% de ce que l'on a pu trouver dans ces différentes bases de données, et n'a pas pu distinguer bio et biodynamique. On a passer ça dans la moulinette, et puis on a regardé un petit peu les différences. Et les différences, grosso modo, sont de l'ordre de 4%. C'est-à-dire, quand on passe du conventionnel vers le bio ou la biodynamie, on gagne en qualité, sachant que en fait, le point de comparaison n'est pas un point de comparaison, on va dire, pur, c'est-à-dire d'un vigneron qui utiliserait toutes les techniques à sa disposition pour chimique, entre guillemets, mais une catégorie qui comporte aussi des vignerons qui sont bio, mais sans être forcément certifié. Donc la différence n'est pas énorme, mais en tout cas, elle est positive, elle semble positive. Une étude en ce moment est en cours sur des vins français, sur beaucoup plus de notes, pour essayer de voir si on confirme ces résultats qui sont effectivement assez encourageants. C'est le fait de passer de conventionnel à bio ou biodynamie permet d'améliorer la qualité du produit, et partant, en améliorant les notes que l'on obtient auprès de ces dégustateurs influents, eh bien, on a la possibilité aussi d'augmenter les prix, puisque il y a un lien évidemment entre ces notes et la capacité à vendre plus cher. Si on peut passer au transparent suivant, s'il vous plaît. Maintenant, sur la rentabilité, alors différentes études existent. Celle-ci, je l'ai identifiée assez récemment. C'est une étude de Serre France qui compare en fait pour l'ensemble de l'agriculture biologique versus conventionnel, donc pas spécifiquement sur les vins bio, les questions de l'excédent brut d'exploitation qui, grosso modo, en partant de la valeur ajoutée, on retire, donc il y a les produits de l'exploitation, on retire l'ensemble des charges, y compris les charges de personnel, et on arrive à un chiffre qui est un solde intermédiaire de gestion qui nous donne, grosso modo, la capacité qu'a l'entreprise à investir, à mener des opérations pour l'avenir. Là, on voit qu'il y a clairement un avantage à être en agriculture biologique de ce point de vue, et c'est assez encourageant. Si on peut passer au transparent suivant, il y avait une étude, oui, donc là, de manière très intéressante aussi, on a une stabilité de cette performance financière, indépendamment des aléas du climat. Il semble que, en tout cas, l'échantillon utilisé par ce cabinet montre qu'il y a une stabilité plus forte en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle sur la rentabilité. Si on peut passer à l'étude suivante, donc une étude de l'INSEE publiée en 2007 à partir de chiffres de 2013 montre que là aussi, sur différents indicateurs comme à la fois la valeur ajoutée, si j'en prends deux, et l'excédent brut d'exploitation, on a un avantage en fait à être en bio par rapport à la catégorie conventionnelle. Et
de manière très intéressante. Vous avez sur le graphique qui se trouve ici les indications par région qui semblerait qu'il y ait des différences extrêmement marquées d'une région à une autre. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse, mais je serais ravi d'en discuter avec vous pour essayer de comprendre pourquoi, par exemple, les différences sont plus marquées en Alsace qu'en Languedoc-Roussillon, par exemple. Donc une deuxième étude qui confirme que la rentabilité de manière générale est plus forte lorsque l'on est en agriculture bio par rapport à une agriculture conventionnelle, ce qui est plutôt assez rassurant. Troisième étude sur le transparent suivant, c'est une étude que nous avons réalisée récemment en collaboration avec les conseillers pour le commerce extérieur de la France et les vignerons indépendants. Nous avons récupéré l'ensemble de leurs enquêtes. Il y avait 6 vagues de 2011 à 2016. Environ 7000 réponses que nous avons analysées. Ces enquêtes sont très intéressantes. Évidemment, le panel n'est pas représentatif de l'ensemble de la viticulture française, mais donne quand même des indications intéressantes. L'idée était de comparer aussi la viticulture conventionnelle avec la viticulture bio, et on a obtenu un certain nombre de résultats sur la rentabilité. C'est une rentabilité, si on peut passer de transparent suivant, s'il vous plaît. On a dans ces enquêtes des items qui demandent aux vignerons, aux exploitations responsables d'exploitation viticole, comment ils jugent eux-mêmes leur performance à la fois commerciale et leur performance financière. Donc on n'a pas de chiffres particuliers dans ces enquêtes en termes d'excédent brut d'exploitation, de résultats nets, etc. Mais on demande aux vignerons d'exprimer une certaine forme de satisfaction vis-à-vis de cette performance à la fois commerciale et financière sur une échelle allant de 0 à 5. C'est ça qui nous a intéressés. On a essayé de voir quels sont les déterminants. Ils sont multiples de la rentabilité, et puis on a essayé d'évaluer la part de la méthode de production, biodynamique, etc., sur la rentabilité commerciale et financière. Les résultats sont les suivants, s'il vous plaît. Le graphique du haut, en tout cas la représentation du haut représente à celle du bas. Il y a très peu de différence en matière de rentabilité commerciale et de rentabilité financière, telles qu'elles sont déclarées par les vignerons qui ont répondu à cette enquête. Ils sont environ, si j'ai bonne mémoire, 16% de l'ensemble des adhérents des vignerons indépendants. On a en fait une mauvaise rentabilité au moment de la conversion, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui ressort et qui normalement devrait, je l'espère en tout cas, c'est un peu l'objet aussi de l'étude, c'est d'alerter les pouvoirs publics sur le risque que prennent les vignerons, ou alors de manière générale, je pense que c'est valable aussi pour l'agriculture autre que l'agriculture et pas forcément pour la viticulture, mais on est dans une zone de danger en fait lorsque l'on est en conversion, puisque on a déjà l'effort en matière de coûts, mais on n'a pas les bénéfices encore. Donc on a une chute de la rentabilité qui semble assez commune et partagée par l'ensemble des vignerons indépendants. On a cette catégorie, ces deux catégories conventionnelles et raisonnées où il y a très très peu de différence. En réalité, j'ai indiqué les pourcentages, les différences en pourcentage qui ressortent de cette analyse, mais elles ne sont pas significatives au plan statistique. Donc on peut considérer que conventionnel ou raisonné est à peu près similaire en matière de rentabilité. On a une progression assez intéressante lorsque l'on a le label AB en matière de rentabilité sur ces deux items, et puis une progression très significative, en tout cas dans cet échantillon, lorsque l'on passe en biodynamie. On passe certainement sur un créneau peut-être un peu moins compétitif, parce qu'on avait parlé avec Florent du nombre de vignerons en agriculture biologique, mais c'est vrai que encore la biodynamie, quelque chose qui est en train de se développer fortement, mais qui a plus de retard par rapport au mouvement biologique. Et il semble que là, il y a une demande assez forte de la part des marchés et qui se transcrit par une rentabilité particulièrement forte. Donc si on peut passer le transparent suivant, donc pour terminer sur l'export, dans cette étude, nous avons aussi des indicateurs sur la part des exploitations qui exportent à l'étranger. Vous voyez ici en bleu, les couleurs ne sont pas forcément bien choisies, mais en bleu, vous avez le pourcentage des domaines qui exportent chez les vignerons indépendants, qui donc est à l'ordre de 28%. Les vignerons en conversion
exportent aussi en proportion plus que leurs collègues qui sont en raisonné ou en conventionnel, mais on est quand même sur des vignerons qui, globalement, dans cet échantillon, exportent pas mal. Donc, la part aussi, hein, je confirme ce que Florent disait, mais de toute façon, on est sur les mêmes échantillons, sur un sous-échantillon. Nous avons des vignerons qui, globalement, ont des bonnes réussites à l'export. Transparent suivant, c'est la même chose, en fait, mais c'est la part du chiffre d'affaires qui est déclarée exportée par ces différents types de vignerons. Donc là aussi, on est à peu près à 30% sur les vignerons indépendants, les vignerons bio, qui vont être sur de l'export, enfin du chiffre d'affaires exporté, également un pourcentage un peu plus élevé qu'en raisonné en conventionnel de la part de ceux qui sont en conversion. On a pris cet item et puis on a essayé de voir, d'expliquer les différences qui sont aussi nombreuses et de voir ce qui peut expliquer l'ensemble de ces différences, y compris les méthodes de production. Donc on a un résultat sur le transparent suivant qui nous dit que les viticulteurs certifiés AB sont plus nombreux à exporter, à caractéristiques égales, si on compare ce qui est comparable, parce qu'il y a de multiples facteurs qui expliquent le fait qu'on est présent à l'export ou pas, eh bien, on a un delta d'environ 12,1%, et ils exportent aussi, toutes choses égales par ailleurs, une part plus importante de leur chiffre d'affaires. Donc les vignerons en conversion sont, dans une moindre mesure, présents sur les marchés extérieurs. Bon, comment dire, en conversion, le chiffre est inférieur à la performance des vignerons déjà certifiés, ce qui est assez logique. Je crois que donc oui, dans cette étude, c'était très intéressant également d'analyser, de synthétiser l'ensemble des réponses des vignerons qui indiquaient les freins à l'export. Alors là, on est indépendant en fait de la méthode de production, mais de nombreux vignerons indépendants signalent des difficultés à l'export, comme par exemple les canaux de distribution. Il semble difficile pour ces vignerons d'identifier les bons canaux de distribution pour exporter. Nous avons aussi des freins administratifs, en tout cas sur ces enquêtes de 2013 et 2014. Je ne sais pas si la situation a fortement évolué, mais mes discussions avec les CCEF indiquent que la situation peut encore évoluer dans la bonne direction. Nous avons ensuite des coûts qui semblent trop élevés pour les vignerons indépendants pour exporter, également des problèmes liés à la maîtrise des langues étrangères qui pourraient faciliter probablement cette activité à l'export, ce qui paraît logique, une crainte de faible valorisation sur les marchés extérieurs, mais nous avons aussi certaines satisfactions à donc un marché français suffisant qui est déclaré, ce qui rejoint le point développé précédemment par Florent. Manque de temps, manque de moyens humains également. Donc voilà, tout un tas de facteurs qui vont expliquer que les vignerons vont être présents ou pas à l'export. Pour conclure, les démarches écologiques de l'ensemble de ces études paraissent associées à une meilleure performance commerciale et financière. Ce n'est pas évident d'analyser le sujet parce que quand on essaye de récupérer, et je pense que mes collègues ne me contrediront pas, mais quand on essaye de récupérer les bilans et comptes de résultats dans le domaine de la viticulture ou de l'agriculture, c'est extrêmement difficile. Il existe des enquêtes, mais en tout cas, dans ces enquêtes, le RICA, eh bien, nous n'avons pas le type, en fait, la méthode on ne distingue pas entre le bio et le non-bio, donc on n'a pas vraiment accès aux comptes de résultats. Je mène d'autres études par ailleurs sur les restaurants. Il est extrêmement facile d'accéder en fait au bilan et comptes de résultats des restaurants, et c'est quasi mission impossible d'accéder au bilan et comptes de résultats des exploitations viticoles. Donc ça, c'est véritablement un frein, si vous voulez, à la compréhension du phénomène qui est important, parce que je pense que pour un viticulteur qui se pose la question de passer en bio ou pas, il faut évidemment avoir une idée de ce que pourra être la rentabilité de l'exploitation une fois qu'on aura franchi le cap de la conversion. Donc c'est... Pardon, juste, je n'ai pas terminé avec ce transparent, merci. Donc, meilleure performance également à l'export. On a dit aussi une amélioration de la qualité, donc une capacité donc, reconnue par les grands experts, une capacité donc à augmenter les tarifs une fois que l'on a franchi le cap de la conversion. Cette phase de conversion est une phase qui pénalise la rentabilité, qui ne
pénalisent pas l'export, mais qui nécessitent probablement une concentration des moyens publics sur l'aide à la conversion. Quelles sont les raisons pour lesquelles on obtient ces très bons chiffres liés à cette méthode de production bio? Si on peut passer au transparent suivant, s'il vous plaît. Eh bien, simplement, il semble évident que la demande domine l'offre actuellement et depuis un certain moment. Et donc, lorsque la demande évolue plus vite que l'offre, eh bien, on a tout simplement une évolution assez favorable des tarifs qui est plus rapide que l'augmentation des coûts. Donc, ce modèle, en fait, est pérenne tant que la demande domine l'offre, mais peut-être qu'à l'avenir, l'offre dominera la demande, c'est-à-dire que le rythme de conversion pourrait être plus rapide. Alors, à ce moment-là, les problèmes financiers vont arriver. Pour l'instant, on n'est pas dans cette situation, et loin s'en faut, puisque la demande progresse beaucoup plus vite que l'offre. Il y a un rôle tout de même des pouvoirs publics, je pense aussi en matière de communication, c'est-à-dire de stimulation de la demande. Tant que la demande sera stimulée et augmentera plus vite que l'offre, la rentabilité sera supérieure. Je vous remercie beaucoup. Merci Olivier Gergaud pour cette présentation très complète. Merci. Si vous avez des questions, il y a 5 minutes avant la pause café ou thé. Je voulais juste préciser que, d'après mes connaissances, en fait, que la meilleure performance à l'export de la viticulture bio est due aussi au fait qu'au départ, il n'y avait pas de marché intérieur. Donc les viticulteurs ont été obligés d'aller sur l'export pour vendre leur production. Ils ont créé des réseaux, et ça, je pense que c'est une raison très très importante du fait qu'ils ont développé l'export. Actuellement, ils tiennent à garder ces marchés parce que, pour assurer leurs arrières, justement, par rapport au développement de l'offre. Voilà. Merci. Donc, dans ces cas-là, je lève la séance.